Avant, déjà bonjour à toutes et à tous. C'est juste pour savoir après si le niveau de détail que je vais donner, c'est puisque moi les gens ont l'habitude des tests internes Windows de l'AD ou voilà. Pas tous. Voilà, ouais, c'est donc on va parler de Petit Potam. Une feature en fait, une feature que j'ai trouvée dans Windows. Il peut avoir son utilité pour les tests internes et pour ceux qui font aussi du type sur bon, je vais mettre ça. Alors, je suis désolé, j'ai fait les slides, ça fait en 2 heures tout à l'heure, je suis un peu, donc c'est voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lionel Potam. Je travaille à Sogeti, ça va faire 5 ans. Alors, en tant qu'auditeur, si je peux goûter, parce que j'ai vu. J'aime particulièrement l'IoT, alors c'est vrai que là ça on va pas parler de ça, mais tout ce qui est Active Directory Windows et en général il peut rater des réseaux d'entreprise. Ouais, c'est potable. En essayant de ne pas me faire attraper. Ouais, plus fort, monsieur. Ah, faut que je parle. Il y a un peu plus de monde dans le fond, ouais, plus fort. Alors pour ceux au fond, il reste des places devant. Bien fermé. Voilà, il reste des places devant. Donc, on va essayer de parler comme ça, c'est bon? Ouais. Parfait. Voilà. Bon. Et comme vous ne le savez sûrement pas, j'ai pas de diplôme, j'ai aucune certification et comme certains par contre le savent, un petit concorrent, c'est pas trop mon truc. Alors petite introduction, qu'est-ce que Petit Potam? Parce que la plupart des gens peut-être que vous ne savez pas en fait. Donc Petit Potam c'est un programme qui permet de contraindre une machine Windows à s'authentifier à une autre machine. Donc ça peut paraître en l'occurrence la machine de l'attaquant là, ou celle qui leur a compromis. Et ça va nous permettre de réaliser tout un tas de types d'attaques qu'on appelle des attaques par relais NTLM essentiellement, même si maintenant des attaques par Kerberos, relais Kerberos commencent à arriver. Alors justement, j'ai bien fait de mettre ça d'ailleurs. Donc si les gens, voilà, ceux qui ne savent pas trop comment ça marche l'authentification NTLM et pourquoi, parce qu'en fait ça peut être très dangereux, etc. Ça va utiliser ça dans la réseau Windows. Votre client, donc imaginons vous voulez vous connecter, je ne sais pas, un serveur de fichiers, vous allez envoyer un negotiate au serveur. Le serveur va vous renvoyer une phrase. Voilà. Et cette phrase-là, vous allez la chiffrer avec votre mot de passe. Faire ça. Voilà. Et lui renvoyer. Voilà. Lui, vu qu'ensuite il peut contacter le contrôleur de domaine qui possède les mots de passe à tout le monde, il peut savoir si vous avez vraiment correctement chiffré le challenge. Et ça nous permet, alors ça c'est pris du blog de PC, hein. Vraiment, il se fait bien. Pourquoi remonter là-haut, surtout en 2 heures. Donc en fait, nous, quand on fait du relais NTLM, on est là, on va être comme quelqu'un qui, comment dire, qui passe des plats. On lui donne une assiette, il passe à l'autre, il reprend l'assiette, il repasse à l'autre, etc. Comme on peut le voir, donc on va forcer la machine, avec le petit Potam à gauche, le client va se connecter à nous. Puis, nous allons relayer ça vers le serveur va nous donner un challenge. Ce challenge, on va le renvoyer au client qui lui va le signer, va le chiffrer et ensuite on va pouvoir se faire passer pour lui auprès du serveur. Ça va? C'est bien tout ça, mais pour faire du relais, il faut qu'un client se connecte à notre machine en fait, de gré ou de force. Alors je pense que vous connaissez tous des outils comme Responder ou MITM6. C'est des outils qui vont exploiter en fait certains protocoles réseau qui sont soit obsolètes, soit que Windows fait encore les choses pas terriblement, surtout pour DHCP6. Donc ils vont répondre à des requêtes, voilà, et forcer les clients à s'authentifier à nous. Le problème c'est que vous ne pouvez pas en fait dire je veux que la machine de l'Aluka se connecte à la mienne, ou que celle de Pierre-Paul Jacques se connecte à la mienne. Vous êtes obligé de taper large en fait. C'est un peu comme si vous envoyez un chalutier, bon, il ramasse tout ce qu'il peut et vous faites le tri. Là avec Petit Potam et d'autres, c'est juste de la pêche à la mouche. Et donc, est-ce qu'il est possible de cibler n'importe quelle machine, donc que ce soit des serveurs, des stations de travail, tout ce que vous voulez, et de leur dire, écoutez, écoute Pavel, tu vas venir t'authentifier à moi. Et on va s'amuser. Alors, oui, je sais. Alors, c'est ce qu'on appelle du coerced authentification. En français, je ne sais pas trop. Voilà. Authentification forcée. Voilà, merci. C'est vrai. Alors, il y a déjà un outil il y a déjà une équipe de hackers qui s'appelle The Spectre Ops, qui est pour moi les meilleurs testeurs au monde, qui ont déjà sorti un tool, Trix, qui se trouve dans MSRPRN. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler.
On appelait ça le printer bug ou spool sample ou Dementor. Voilà, enfin, j'aime bien Dementor. Voilà. Et donc il permet de contraindre une machine à s'authentifier en utilisant avec son compte système. Et dans l'AD, en fait, le compte système, donc Entity Authority System, c'est le compte de la machine. Ça a son importance. Cependant, ça nécessite un compte Active Directory valide. Et après, alors, il y a des petits trucs, ça exploite une fonction qui s'appelle Remote Finfist Counter, voilà, celle-là. Celle-là, je pense que vous l'avez déjà entendu parler parce qu'il y a eu du Prime Nightmare et tout récemment. Ça a fait tout un truc. Et il est activé, alors c'est bien celui-là, parce qu'il est activé sur tous les serveurs et toutes les stations de travail, via le Namepipe Spool SS. On voit souvent, voilà. Donc en fait, on s'est dit, bon, ok, alors ça, voilà, vous allez voir comment ça marche. C'est tout simple, hein. Un nom d'utilisateur, un mot de passe, vous mettez le listener, donc oui, à votre aide, ça c'est ma machine. Et là, je lui dis, bah, dis à telle machine de se connecter à moi. Et vous voyez, hop, ça se connecte à moi. Russie, ADDS. Le problème, c'est avec ce trick-là, il y a quelques inconvénients. Et c'est pour ça que moi et Pixie, pour ceux qui le connaissent ou d'autres collègues, on s'est dit, un jour on va être coincé. Parce que ça commence, alors, ça a 3 ans déjà. Ça commence à être très connu des boutiques. Quand vous êtes dans les tests internes classiques, dans les entreprises qui ne sont pas matures, vous l'avez même activé sur le DC, ça, le spool sample, il n'est pas désactivé. Cependant, dans les endroits où si vous faites choper tout à perdre, vous perdez un mois de boulot parce que vous faites virer, c'est embêtant. Donc on s'est dit, il commence à être connu, là, même si Microsoft a dit on va jamais le fixer. Au final, il suffit juste de désactiver un service et c'est fini. Ça a pris un énorme coup de visibilité, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a eu le Print Nightmare et tout ça, qui sont des vulnes qui utilisent en fait le Spool SS, le même Namepipe, qui utilisent quasiment les mêmes fonctions. Benjamin Delpy et d'autres, ça a été une folie. Et il est très souvent désactivé en fait. Alors sur les DC, pas partout, mais sur les DC. Donc il faut trouver une solution. Et voilà, petit potam à la rescue. À la rescousse plutôt. Alors, comment j'ai trouvé Petit Potam? Bon, en fait, c'est simple, j'ai trouvé Petit Potam comme ils ont trouvé MSRPRN, Tifkin, les mecs de SpectreOps. Je me suis tapé toute la doc de Microsoft. Il y a un endroit où vous avez peut-être 350 protocoles différents et vous avez toutes les fonctions. Voilà, et je les ai tous testés. Enfin, celles qui me paraissaient bien. RTFM. Mais vraiment, ouais, ça a pris du temps, quelques semaines. Alors j'en ai trouvé des biens déjà, mais qui fonctionnaient, sauf qu'au lieu de s'authentifier avec le compte système, ça s'authentifiait en anonyme. Bon, voilà, c'est pas utilisable en fait. Voilà. Bref, j'ai continué et j'ai trouvé cette fonction-là, EFS RPC Open File Row. Alors en fait, EFS c'est Encrypted File System, c'est quand vous faites clic droit sur un fichier et que vous lui dites le chiffret, ça va utiliser ce genre de fonction-là. Il y en a 6 ou 7 autres qui sont vulnérables. Comme on va le voir, Microsoft en a patché en fait une, mais franchement jamais les autres. C'est activé sur tous les serveurs, toutes les workstations, tout le temps. Ça c'est bien, c'est vraiment ce qu'on recherchait parce que voilà. Et sur des Namepipe, alors le FS RPC, ça, vous désactivez le service, celui-là il part, mais LS RPC c'est impossible de désactiver, donc ils sont coincés. Donc ça c'est déjà une bonne chose aussi. Et ça, alors, ça ne nécessite pas de compte valide si vous ciblez un domaine contrôleur, qui est quand même la machine la plus sensible de l'AD. Alors ça, je vous avoue que moi je m'en étais pas rendu compte. C'est quand je l'ai rendu public le truc, il y a, je crois que c'est Shutdown, un collègue, qui m'a dit mais t'as essayé de le faire sans connecter, enfin sans bon quoi. J'ai dit non, il m'a dit bah ça marche pas. Donc là c'est vraiment, vous arrivez sur le réseau d'un client, voilà, puis vous n'avez pas de compte d'AD, vous n'avez rien. Hein. Vous lancez Petit Potam sur le DC, c'est fini. C'est fini, on va voir les use cases derrière, pourquoi c'est fini. Et alors moi Microsoft, je leur ai pas dit, hein. Je suis plutôt dans la pratique du full disclosure, à l'ancienne, un peu comme on faisait. Donc je leur ai pas dit, mais on a vu ce qu'ils ont dit derrière, des marques, ils ont dit des merdes. C'est vraiment, on a halluciné. Mais bon. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est la doc. Voilà, vous tapez des centaines et des milliers de photos comme ça, regardez. Et on voit, c'est ici là, que c'est la file name, là. Ça prend une string. Voilà. Le problème c'est que cette string là, si on lui dit ce qu'on veut, et on peut le voir un peu ici, on lui dit, bon le S c'est un format string pour le listener, donc on lui dit connecte-toi à tel endroit, et il le fait, et il le fait avec son code système. Ce qui est pas normal.
Voilà, donc si vous voulez chercher, vous pouvez voilà, regarder ce genre d'implémentation de fonction, là on voit bien la définition. Alors ça c'est un exemple de petit potam qui fonctionne. Alors ça ressemble à des mentors, hein, le truc que j'ai, d'ailleurs le code j'ai une grande partie pompé sur des mentors. Sauf qu'après j'ai dû tout quand même implémenter toutes les structures etc. pour FSRPC, mais bon. Et donc bon là le DC est patché, donc on passe sur une autre fonction, on le voit bien, enfin ici il utilisait OpenFileRaw, mais bon vu qu'elle est patchée il va utiliser une autre. Et de l'autre côté, bah, vous voyez, hop, on reçoit la machine qui se connecte à nous à des donc c'est le DC en fait. Donc, ok, c'est bien marrant tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut en faire en fait? Ouais. Bah, on peut en faire pas mal de trucs. Et on va voir. Alors ça c'est une de mes préférées. Alors bon, en fait elle est noob un peu, mais moi je l'aime bien. Voilà. Sur certains AD en fait, ils acceptent des protocoles qui sont trop vieux, etc. Ils n'ont pas été correctement configurés, etc. Ils sont trop vieux. Et donc ils acceptent ce qu'on appelle du protocole NTLM V1. C'est obsolète, c'est faible, etc. Voilà, si jamais vous avez un AD au-dessus de 2016, il n'y aura pas. À moins que vous fassiez une bêtise. Et il y a des remote tables qui existent pour ça. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, le challenge, bah, on peut lui dire que ça sera 1, 2, 2, 2, ça on le connaît, on va lui demander de chiffrer ce mot de passe avec ça. Donc on peut faire des remote tables là-dessus. Et c'est possible de le craquer. Comme là on voit, on utilise petit potam, là c'est mal configuré, vous voyez, il est beaucoup plus petit que celui-là. Hein. Ah, celui-là il est gros, il est difficile, craquable. Celui-là il est petit. Et donc il y a il y a des mecs qui se sont fait chier, qui ont dépensé pas mal de fric aussi, sur craquage pour pouvoir faire des remote tables pour ça. Donc en fait, de ce NTLM-V1 qui n'est pas un HNT, ça vous ne pouvez pas faire du pass de H avec. Par contre, on peut récupérer le HNT grâce à ces remote tables. Et vu que là on vise un DC, vous récupérez là, ce HNT-NTLM-V1, vous le craquez, ça prend 30 secondes, c'est craquer ça, vous récupérez un NTLM, et ensuite vous pouvez DCC. Alors là c'est un DC, donc là on peut DCC tout de suite. Si c'est pas un DC, par exemple c'est la machine d'un de nos collègues, vous voulez lui faire une blague ou le pirater, bah, vous vous connectez à sa machine en tant que système, qui est autorisé système. Ah ouais, ça a un peu cassé les trucs. Bon, c'est pas... Après, il y a une autre façon, une deuxième. Celle-là, elle a fait beaucoup de bruit, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était il a ouais, mais c'est pas moi. Moi, voilà, petit potam n'a rien à voir avec ADCS, mais ça aide en fait à faire cette attaque-là. Donc il y a des chercheurs de Spectrum, c'est toujours les mêmes, mais il y a aussi Jensus, c'est un français je sais pas si mais qui mérite franchement qu'on cite parce qu'il en avait parlé avant eux. Et de Weston, donc ils ont trouvé plein de moyens d'exploiter ADCS. ADCS, c'est quoi? C'est le service de certificat qu'il y a dans votre AD. Sûrement au travail, vous utilisez ADCS, peut-être même sans vous en rendre compte. Et il y a une des bulles qui utilise le fait qu'on peut réclamer un certificat de machine, on peut se connecter en web, réclamer un certificat de machine, et avec ce certificat, en fait, on est comme si on était administrateur de la machine. Le truc, en fait, c'est pour pouvoir réclamer ce certificat, il faut pouvoir forcer la machine à aller se connecter, se faire passer pour cette machine. Et donc là, le petit potam, en fait, il sert à ça aussi. Vous pouvez dire à un domaine contrôleur, avec le petit potam, connecte-toi à moi, vous le relayez avec NTLM Relay, etc. C'est des logiciels qui font ça. Vous le relayez sur ADCS, sur ça, et lui va vous envoyer le certificat de cette machine. Vous avez ensuite plus qu'à utiliser ce certificat pour récupérer un ticket, on va dire un truc qui vous donne les droits d'admin, voilà, pour faire simple. Et là c'est foutu, c'est instant kill. Et d'ailleurs, avec Petit Potam, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de vous authentifier contre les DC. Donc là, en fait, vous branchez chez le client, vous arrivez en test interne, merci en briquet. C'est en 5 minutes. Puisque vous n'avez pas de compte, vous n'avez même pas besoin de vous embêter à trouver un compte. Ça a été patché. Ils l'ont patché Microsoft. On ne peut plus le faire en non authentifié. Mais on peut tout à fait le faire en authentifié. Donc il suffit que vous ayez le moindre compte pour que ça marche. Et là, l'autre, tac, pareil, vous récupérez le truc, DCSync, et voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait ADCS, ce qui n'est pas. Voilà, il y est dans 90% des entreprises, mais pas tout le temps. Ça, c'est un peu ce que je vous expliquais en fait. Là, on utilise Petit Potam, mais là, c'est la version Windows. Et là, ça, c'est le truc de relais, c'est NTLM Relay. En fait, donc là, vous dites à votre machine, connectez-vous chez moi. Il y a ça qui tourne. Ce truc-là, il s'occupe de faire le passement de plat que je vous ai dit tout à l'heure. Et hop, il se connecte en tant que
domaine contrôleur, il se connecte à la DCS qui lui file le certificat de machine. Ici, vous pouvez voir DC01 avec $1. Là, ça, avec $1, c'est un compte de machine. Puis après, vous n'avez plus qu'à utiliser cela pour impersoner la machine confidentielle. Alors, pour ceux qui connaissent, on peut le faire avec Reveus, on peut le faire avec le VP4. Et vous pouvez grave un TGP. Ah, et un autre truc qui est bien. Ça, vous allez sûrement le voir souvent aussi dans vos tests ou chez les clients. Et en plus, c'est assez discret. C'est qu'il y a pas mal d'admins qui font les comptes. Ça arrive, hein. Ou qui suivent des tutos sur Stack Overflow. Et qui leur disent de mettre une machine admin d'une autre machine. Alors ça, c'est mortel parce que ça, vous voyez, vous allez beaucoup le voir sur des serveurs WSUS, Exchange et Vim. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si votre machine à vous, elle était dans le groupe local d'administration de la machine de votre pote. Donc si jamais on peut relayer le compte de votre machine vers la machine de votre pote, on prend le contrôle de sa machine en fait. Donc on peut utiliser Petit Potam pour forcer l'authentification de cette machine, de celle qui est admin d'une autre, vers celle que vous voulez en prendre le contrôle. Alors c'est vrai, bon, j'explique pas très bien. Donc voilà, c'est mieux de voir l'image. Ici, donc en plus c'est vraiment chez un client d'ailleurs. Donc ça c'est Bloodhound, c'est un logiciel qui est très, très utile d'ailleurs pour ça, et on peut voir les relations. Et là en fait, on peut voir par exemple cette machine-là, cette machine-là, elle est admin de celle-ci par exemple. Enfin c'est plutôt l'inverse, mais bon. Donc en fait on peut dire à cette machine-là, connecte-toi chez moi, et hop, on le relaie ici, et on prend le contrôle de cette machine. Là c'est très puissant, et on ne pense pas du tout à le regarder. Et on le voit beaucoup, et ça aide beaucoup pour prendre le contrôle des AD. Et là au-dessus, je vous ai mis la query Bloodhound si jamais certains utilisent Bloodhound. Vous connaissez Bloodhound, non? Oui. Ah bah voilà. Ça c'est les petites queries. Bon, vous ne l'avez pas par défaut cette query là. Donc elle peut bien vous être utile et bien vous sauver la vie. Ah, il y a une autre chose qu'on peut utiliser Petit Potam. Là c'est un peu technique, on va essayer de le résumer. Bon, il y a des serveurs dans l'AD qui sont en unconstrained delegation. Qu'est-ce que ça veut dire unconstrained delegation? Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui ou n'importe quoi qui va se connecter à ce serveur-là, le serveur il pourra se faire passer pour lui. Voilà, on va dire que... Donc si vous prenez le contrôle d'un des serveurs qui a une unconstrained delegation, n'importe qui ou n'importe quel compte qui va se connecter dessus, vous pouvez l'impersoner. Donc imaginons, vous avez pris le contrôle d'un serveur qui a une constrained delegation, mais il n'y a aucun admin de domaine qui daigne se connecter. Vous pouvez tout simplement faire un petit potam sur le contrôleur de domaine, lui dire connecte-toi sur le serveur en une constrained delegation, il vient avec son compte système gentiment, vous lui volez son TGT, vous vous connectez au domaine contrôleur, vous êtes un admin. C'est aussi très utile dans les cas où vous allez devoir passer de forêt en forêt sur vos tests. Sachant que la forêt, c'est la security boundary dans Windows, donc ça peut être très compliqué. Surtout s'il n'y a pas de forêt, de comptes, etc. qui sont liés. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez le domaine Toto et le domaine Jojo. Les forêts, pardon, Toto et Jojo, deux forêts différentes. Comment vous pouvez faire pour sauter de l'une à l'autre? Facilement. Si vous n'avez pas de compte valable de l'un avec l'autre forêt, ça va être compliqué. En fait, il y a un truc. C'est surtout aussi pour ça qu'on a essayé de trouver un nouveau, un petit potam avec les collègues, parce qu'on utilise beaucoup ça dans le test interne, tout ça. Simplement, vous êtes sur le domaine contrôleur de la forêt A, vous l'avez pété, ça y est, à vous. Bon. Par contre, vous voulez péter la forêt B. Faut pas tout recommencer, voilà, les crêtes, c'est pas les mêmes, on n'ira pas les droits, bon, ça peut être chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement, du domaine contrôleur de la forêt A, vu que tous les décès sont une constrainte de délégation, par défaut. Vous maîtrisez un serveur qui est en une constrainte de délégation. Vous pouvez tout simplement dire au DC de la forêt B de se connecter à votre DC à vous. Vous récupérez le TGT du DC de la forêt B et puis vous vous connectez en admin sur la forêt B. Voilà, c'est vraiment des petites attaques un peu tricky. Et ça, les gens n'en parlent pas trop. Au final, c'était des trucs qu'on vous expliquait, mais voilà, c'est ça. Tu vois. Bon, voilà. On compromet un serveur en constraint de délégation, on commence à monitorer les TGT avec Reveus, on coerce, donc on force un domaine contrôleur de notre forêt à se connecter à nous, on extrait son ticket, c'est fini. Petit Potam, ça peut être aussi utilisé pour faire de l'élévation de privilèges
en local, en LPE, enfin Local Privilege Escalation. Donc vous êtes à un compte de service. Alors, par contre, il y a des prérequis. Il faut que vous soyez un compte de service ou un compte qui a SE impersonate. SE impersonate ou SE Assign Primary Token. C'est des droits que généralement il n'y a que les comptes de service qui l'ont, mais on ne sait jamais. Un compte classique pourrait l'avoir. Et en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est au lieu d'utiliser Petit Potam pour se connecter d'une machine à machine, vous l'utilisez en local. Vous l'utilisez sur le loopback, quoi. Vous lui dites, bah, toi 1, 2, 7, toi 0.1, toi 0.0.1, connecte-toi en fait à toi-même pendant que moi je suis en train d'écouter. Et vu que vous avez des droits SE impersonnels et tout ça, vous pouvez voler les tokens, vous pouvez voler l'identité de la personne qui vient. Voilà. Je l'explique peut-être pas très bien. Et donc ça vous permet de passer tout de suite Anti-Authority System. Pour ceux qui connaissent, c'est le principe en fait de base des Rotten Potato, enfin de toute la famille des attaques qu'on appelle Potato. Et il y a Hitman, Clément Labro, un français qui va vraiment très bien, qui a fait Prince Cooper. Donc en fait, il a fait le même principe, mais avec le schooler d'impression. Donc le truc que j'avais montré au début. Et il y a un Chinois qui, franchement, il est propre. Hein. Et lui, il a fait le truc, mais avec EFS, donc avec Petit Potam. C'est pas moi qui l'ai codé, c'est lui. Et franchement, c'est propre. Voilà. Donc si un jour vous êtes en IIS, AppPool, des trucs, voilà, n'importe quel service sur n'importe quel Windows ou quoi, dites-vous que ça y est, vous êtes système dans quelques mois. Par exemple, ça arrive souvent, c'est quand vous piratez un IIS, un serveur web. Vous n'allez pas finir, généralement vous allez finir dans un compte de service. Bon, au final, ça a l'air nul au début, mais ça peut vous lier un système très vite. Il y en a un autre aussi, alors celle-là, il y a peu de gens qui le connaissent. Et ça peut vraiment être utile. C'est que Petit Potam, en fait, on s'est rendu compte. Je vous avoue que moi j'ai cherché ce mot papier trouvé. J'ai cherché à mort, voilà, et je ne l'ai pas trouvé. C'est que Petit Potam, si vous mettez, au lieu de mettre juste le nom de la machine de votre mais vous mettez @80 là, et un slash, ASDF, au lieu de venir en SMB, il va venir se connecter à vous via WebDAV, donc en HTTP. Et ça change beaucoup de choses. Bon, c'est caché malheureusement par les trucs. Parce que SMB, vous ne pouvez pas le relayer sur LDAP, etc. Il y a du signing, il y a des protections, ça ne marchera pas. Par contre, si vous le faites de HTTP to LDAPS, etc., ça fonctionne. Et vous pouvez faire une attaque, ce qu'on appelle une attaque RBCD, donc c'est Resource Based Control Delegation. En grosso modo, vous vous connectez à LDAP, vous dites cette machine a le droit de se faire passer pour moi, etc. Et ensuite vous en prenez le contrôle. Ça veut dire que n'importe quelle machine Windows qui a le service, celui-là, le DAV, le Web DAV service d'activer, c'est bon, c'est fini. Vous l'avez, monsieur, voilà, elle est piratée cette machine. C'est vraiment utile parce que ça ouvre plein de possibilités et le service WebDAV, enfin le WebDAV client, il est activé sur beaucoup plus de choses qu'on le pense. Ça, voilà. Là, il y a Pixie aussi, par exemple, qui a fait un tool que je voulais, en fait, qui permet de scanner tout un réseau pour voir est-ce qu'il est ouvert ou pas, est-ce qu'il est actif ou pas ce serveur. Donc dès que vous voyez une machine où c'est en vert, hop, c'est fini. Allez, très pratique, c'est très discret, ça, les routines, tout ça, vous voit quoi. Alors, mitigation, ouais, ça a passé le truc, ouais. Oui, bien sûr, comment on fait pour bloquer Petit Potam? Parce que il est bien marrant, mais. Hop. Alors, on peut désactiver le service EFS, mais ça n'empêche pas l'exploitation. Comme je vous l'ai dit, si vous désactivez l'EFS, ça va bloquer le Name Pipe, le FSRPC, mais ça ne va pas bloquer, parce qu'il est aussi accessible via LSARPC. Microsoft va sortir la fix, ça c'est sûr, voilà, maintenant c'est débrouillez-vous. Mais tout n'est pas perdu. Le premier truc surtout, c'est désactiver NTLM authentification, enfin l'authentification NTLM sur le réseau. Ça c'est voilà, les premiers trucs à faire. Deuxièmement, vous pouvez bloquer Petit Potam avec des filtres RPC. Ça c'est Gentil Kiwi qui l'a trouvé, chapeau à lui d'ailleurs. Ça mitige bien le truc. Alors attention, parce que quand vous bloquez un FSRPC aussi, vous bloquez tout ce qui est relié à ça. Le chiffrement des fichiers, les VIM qui vont venir faire des copies, des trucs, bon, ça peut vraiment foutre le bordel, mais bon, au moins là ça le bloque. Ou les micro-patchs. Alors ça, la plupart des gens ne connaissent pas, c'est une super entreprise qui fait ça, ils le font gratuitement. Ils vont vous donner un exe à exécuter, ça va patcher en fait le code binaire, hein, et ça bloque totalement Petit Potam, mais
ça bloque pas les fonctionnalités. Donc là, franchement, bien. Pour moi, la meilleure solution, c'est ça. Zéro patch, etc. Ça, c'est le top. Là, Potable n'existe plus, mais vous pouvez encore vous servir des backups, de tout ce que vous voulez. Voilà, bon après, j'ai dû faire un truc... Là, c'était les merci habituels, voilà. Mais je vous conseille d'aller voir... Donc merci surtout à mes collègues aussi, parce qu'ils m'ont soutenu, parce que c'est pas ça. Ça m'a pris un mois quand même pour trouver. Donc Ryan Scar, Plisken qui est là, Didac, Pixie, Joker, encore plein d'autres quoi. Gentil Kiwi, toujours il m'a bien aidé pour le code MPGN que vous connaissez peut-être, je sais pas s'il est là, bref, Shutdown, Clément, Ilban et plein d'autres. Et surtout à vous d'avoir pris le temps de m'écouter, c'est très gentil. Mais c'est pas fini. Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait sortir un truc que les gens ne savaient pas, donc ça revenait. Alors, 0D, ouais. Pas fou, c'est pas autant fou que la Luca, mais... Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres protocoles vulnérables? D'autres façons de faire ça, en fait? Si, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais ils ne vous le diront pas, les autres. Hein. Je vous le dis tout de suite, ils vont bien se garder pour eux. Ben, moi, je vous en donne une. Si jamais vous voulez investiguer plus là-dessus, voilà. Dans le protocole MSFSRDP, donc c'est le file server Remote VSS Protocol, ce qui est assez commun. Si vous regardez cette fonction-là, il se passe supporter le share name là, ça c'est vulnérable. C'est pareil. Voilà. Là je fais un test, voilà, vous voyez, hein, share name, j'envoie ça, hop, et je le reçois. Donc c'est pas génial, hein, c'est pas, voilà, mais c'est entre guillemets, voilà, vous êtes les seuls à le savoir. Voilà. C'est en système. Ouais. Bah c'est ici, c'est génial. Il y a là, t'es... Là. Excellent. Voilà, c'est ça. Donc il y a d'autres petits potames. Il y a d'autres... Ouais, c'est ça, très haute ou pas? C'est au-dessus là. Très haute? Non, ouais. Non, faut avoir un compte. Ok. Obligé. Bah, l'autre, vraiment, c'était un miracle. Hein. Ouais. Et voilà, donc celui-là, il est vu. Et je pense qu'il n'y a pas que cette fonction-là qui est vulnérable hein, dans ce protocole. Voilà, File Server Remote Basis Protocol, allez-y. Il y a des trucs à trouver. Il y en a d'autres. Et pareil, dans MSFSRPC, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des ACE possibles, des trucs. Il faut juste le temps et quand j'aurai le temps, bah, je continuerai pour essayer de faire un gros potable. Merci. Oui. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, des questions. Jusqu'à présent, tu as essayé de coerce via SMB, donc je suppose que tu as donné des passes UNC qui viennent chez toi. Est-ce que tu as regardé les endpoints qui donnent des URL pour lui proposer un endpoint authent et essayer de voir si web client faisait l'authentification d'office? Ouais, alors le problème c'est que EFSRPC et l'autre, il accepte que des paths UNC. Si tu mets un HTTP, c'est ça? Ouais, tu mets un HTTP avec un RIM authentifié. Tu regardes si ça se automatise derrière. Un peu à la répondeur pour des utilisateurs. Quoi. Ouais. Quand tu veux, il te dit bad stop data, ça marche pas. Okay. Par contre, avec le Trix là que j'ai parlé, si au lieu de mettre un path UNC classique, tu mets IP arrobas 80. Mais ça c'est pareil. Le WebDAV, quand tu vas le taper en HTTP, c'est lui qui te renvoie une authente et Windows qui te donne d'office. Donc justement, même sans WebDAV, il y a peut-être moyen de lui forcer à balancer ses crèves. Ah, ça se tente? Ah bah oui, faut tout tester. Hein. Moi, c'est pas pendant un mois, j'ai surchargé. Et il y a un mec qui vient qui dit ah ben en fait j'ai mis un slash à l'envers. Non mais c'est la sécu ça. Effectivement, ouais. Et là par contre, ouais, HTTP c'est encore pire parce que SMB, tout SMB, il y a des restrictions. Si tu es en HTTP, généralement tu peux relayer sur tout. Donc c'est voilà, c'est un truc à trouver, ouais. On va dire plus. Et ouais. Deuxième. Avec les liens, les images qu'il y avait dans ton document Office, t'as récupéré des haches de ma machine chez toi ou? Non, non. Ouais. Ah, c'est pas un Windows ça? Non, mais. Ouais. Non. Ceux qui traînent dans le non, on pirate jamais les autres. Ouais. Sans leur consentement. Voilà, sans sûr. C'est comme pour mais ouais, c'est pas fini ces histoires-là. À mon avis, il va y en avoir. Il y a d'autres questions en faiseur ou t'as fait ça à la main? Comment? T'as développé un faiseur ou t'as fait ça à la main? On fait tout à la main. En fait, je me suis basé sur à quoi ça ressemblait ce qu'ils avaient trouvé les Américains.
comment c'était décrit dans la doc de Microsoft, puis je tapais tous les protocoles, jusqu'à temps qu'à chaque fois que je voyais un truc, ah celui-là je le teste. Sauf que c'est très embêtant parce qu'une paquette, il n'y a pas. Enfin, t'as peut-être 6 ou 7 protocoles qui sont implémentés, mais t'as pas tous les autres, donc à chaque fois il faut installer toutes les structures et machin, juste pour essayer, pour que tu vois, ah non c'est HTML. Bon. Ouais. Donc effectivement, techniquement c'est pas fou, mais il fallait le trouver. Voilà. Merci. Merci d'avoir écouté.